La montagne n'interdit pas l'accès. Elle trie les regards. On la voit de loin, dressée comme une idée plus que comme un sommet, une pyramide presque parfaite de roches sombres posée au milieu du plateau tibétain, si nette dans ses lignes qu'on dirait parfois qu'aucun hasard géologique n'a le droit de s'en approcher. Le mont Kailash n'est pas le plus haut de l'Himalaya. Il ne pulvérise aucun record d'altitude. Il n'a ni l'arrogance de l'Everest, ni l'image de carte postale de certains géants himalayens. Et pourtant, dans l'imaginaire de millions de personnes, c'est lui le centre. Pas seulement un centre géographique, un centre moral, un centre cosmique, un axe autour duquel quelque chose tourne encore, même si nous avons cessé depuis longtemps de savoir quoi. Et déjà, la question dérange. Pourquoi cette montagne-là? Pourquoi pas une autre? Pourquoi ce bloc de pierre isolé, dans un environnement qui regorge déjà de sommets sacrés, concentre-t-il depuis des siècles autant de récits, autant d'interdits, autant de respect et autant de malaise? Car le Kailash ne fascine pas seulement par sa beauté, il fascine par le fait qu'il résiste à l'alpinisme, à l'appropriation, à la banalisation, à l'idée moderne selon laquelle tout ce qui existe doit pouvoir être filmé, mesuré, conquis, balisé, monétisé, transformé en expérience vendable avec un parking à l'entrée et une boutique de souvenirs à la sortie. Ici, non. Le Kailash est l'un des rares lieux au monde qui impose encore une humiliation discrète à notre époque. Il rappelle qu'il existe des endroits devant lesquels la technique se tait, ou au moins hésite. Des endroits où la carte ne suffit pas, où la géologie ne dissout pas le mythe, où la précision scientifique, si utile soit-elle, n'annule pas le sentiment têtu qu'il reste quelque chose de plus. Et ce plus commence par un fait très simple, vérifiable, presque brutal dans sa sobriété. Contrairement à l'immense majorité des grands sommets convoités par les explorateurs du XXe siècle, le mont Kailash n'a pas été officiellement gravi. Pas parce qu'il serait imprenable au sens strict, pas parce qu'aucun humain n'aurait jamais eu la capacité technique de tenter l'ascension, mais parce qu'autour de lui, depuis très longtemps, s'est construit un consensus rare entre religion, tradition locale, politique et pudeur. On ne monte pas là-haut. Dans un monde obsédé par le premier A, c'est déjà un mystère. Pour comprendre à quel point ce refus est inhabituel, il faut faire un pas en arrière. Le Kailash se situe dans l'ouest du Tibet, dans la région aujourd'hui administrée par la Chine, à une altitude d'environ 6600 mètres. Il domine un paysage sec, minéral, immense, où l'air semble avoir été filtré de tout ce qui pourrait rappeler la vie ordinaire. À ses pieds, ou du moins dans son voisinage sacré, se trouvent deux lacs célèbres, Manasarovar et Rakshastal. Le premier est associé à la pureté, à la clarté, à la bénédiction. Le second, plus sombre dans l'imaginaire traditionnel, évoque des forces plus ambiguës, plus tumultueuses, presque opposées. Deux eaux, deux tempéraments, deux lectures du monde. Déjà, le décor n'a rien d'innocent. Pour les hindous, le Kailash est la demeure de Shiva, pas une métaphore poétique, pas simplement un lieu lié au Dieu dans un sens large. Non, sa demeure. Le point à partir duquel le danseur cosmique médite, détruit, régénère. Pour les bouddhistes tibétains, il est associé à Demchok, ou Chakrasamvara, une divinité tantrique représentant l'union de la sagesse et de la félicité. Pour les Jains, c'est le lieu où le premier Tirthankara, Rishabhanatha, aurait atteint la libération. Pour la religion Bön, antérieure au bouddhisme tibétain, la montagne est un axe primordial de l'univers spirituel. 4 grandes traditions, très différentes, parfois en désaccord profond sur d'autres sujets, convergent ici.
Rien que cela devrait vous arrêter. Quand 4 systèmes religieux distincts pointent le même sommet et disent « chacun à sa manière », ici, il se passe quelque chose. Il faut au moins écouter. Est-ce une preuve surnaturelle? Non, ce serait trop facile. Mais c'est un indice anthropologique majeur. Cela signifie qu'avant même nos débats modernes sur le vrai, le faux, l'ésotérique, le symbolique et le mesurable, des civilisations entières ont reconnu dans cette montagne un statut exceptionnel. Elles n'étaient pas obligées de tomber d'accord. Pourtant, elles l'ont fait. Et ce n'est pas juste une question de croyance abstraite. Le Kailash se vit à travers la circumambulation, la Kora, le fait d'en faire le tour à pied. Des milliers de pèlerins, depuis des siècles, accomplissent ce parcours comme un acte de purification, de dévotion, parfois d'endurance presque inhumaine. Certains le font en marchant simplement. D'autres se prosternent à intervalles réguliers sur des dizaines de kilomètres, corps contre terre, pierre après pierre, souffle après souffle. La boucle n'est pas seulement un trajet, c'est un langage. On ne prend pas possession de la montagne. On tourne autour d'elle. On reconnaît qu'elle reste au centre et que nous sommes en périphérie. Vous voyez le renversement? Notre époque voudrait grimper au sommet pour dominer la vue. Les pèlerins, eux, acceptent de rester en dessous. Et ce geste pourrait déjà contenir une partie du secret. Mais la montagne ne se contente pas d'être sacrée. Elle semble avoir été conçue pour déclencher l'interprétation. Sa forme elle-même nourrit l'impression d'un code. Les faces du Kailash sont si géométriques que certains visiteurs, depuis le 19e siècle jusqu'aux voyageurs contemporains, ont parlé d'une montagne construite, ou du moins, d'une montagne ayant l'air d'un temple, d'une pyramide, d'un stupa colossal. Bien sûr, la géologie propose des explications rationnelles: stratification, érosion, nature de la roche, contraintes tectoniques, et il serait absurde de balayer cela d'un revers théâtral en chuchotant tout de suite « civilisation perdue ». Mais la rationalité n'empêche pas l'effet visuel. Elle explique le comment, pas le vertige. C'est là que commencent les théories. Certaines sont anciennes, d'autres plus récentes, d'autres franchement délirantes. Le Kailash aurait été une pyramide artificielle bâtie par une civilisation disparue. Il cacherait un système de cavités internes. Il serait aligné avec d'autres sites sacrés de la planète, selon une géométrie mystérieuse. Il serait au centre d'un réseau énergétique mondial, un nœud entre ciel et terre. Des textes ésotériques du XXe siècle l'ont parfois intégré dans des cartes imaginaires de royaumes cachés, de passages invisibles, de savoirs souterrains. Puis, Internet a fait ce qu'Internet fait toujours. Il a pris quelques éléments fascinants, leur a ajouté des extraterrestres, 2 dimensions parallèles, une poignée de moines immortels, et il a tout servi dans la même soupe. Le problème, c'est qu'au milieu des exagérations, il reste de vraies étrangetés. Prenons la question des sources fluviales. Non loin de la région du Kailash prennent naissance plusieurs grands systèmes hydrologiques d'Asie, ou du moins leur source se situe dans cet ensemble géographique élargi: l'Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre, le Karnali, qui rejoint le Gange. Depuis l'Antiquité, ce voisinage a alimenté l'idée que la montagne se trouvait au cœur vivant du monde, comme si les eaux majeures partaient d'un même sanctuaire élevé. Ce n'est pas littéralement un seul point rocheux d'où jailliraient magiquement 4 fleuves dans les 4 directions comme sur une carte mythologique. La réalité topographique est plus complexe, mais la proximité est suffisamment frappante pour avoir structuré des cosmologies entières. Et dans les cultures anciennes, l'eau n'est jamais un détail. Là où partent les fleuves, part la civilisation. Là où part la civilisation, on cherche le centre. Là où l'on cherche le centre, on invente rarement par hasard une montagne sacrée.
Le Kailash devient alors plus qu'un relief. Il devient une machine à relier. Les religions, les fleuves, les routes commerciales, les récits de pèlerinage, les projections métaphysiques. Tout converge. Et c'est précisément dans ces convergences que naissent les hypothèses les plus troublantes. Car plusieurs traditions asiatiques identifient cette région au mont Meru, ou en tout cas à une image terrestre de ce mont cosmique, l'axe du monde dans les cosmologies indiennes et bouddhiques. Meru n'est pas simplement une montagne. C'est l'architecture du cosmos rendue visible, le point autour duquel les sphères s'organisent, le centre autour duquel les mondes s'ordonnent. Alors évidemment, l'esprit moderne sourit un peu. Axe du monde, cela sonne comme quelque chose qu'un professeur d'histoire des religions dit avec passion devant des étudiants fatigués ou qu'un documentaire dramatise avec des tambours et une voix grave. Mais essayez de regarder la chose autrement. Quand des cultures très éloignées dans le temps décrivent certains lieux comme des centres, il ne s'agit pas toujours d'astronomie naïve. Il s'agit souvent d'une intuition plus subtile. Certains endroits condensent la perception humaine du réel. Ils deviennent des interfaces. Des lieux où la frontière entre la carte mentale et le paysage physique semble plus mince qu'ailleurs. Le Kailash est peut-être l'un de ces lieux. Et s'il n'était mystérieux, ni parce qu'il cache un trésor, ni parce qu'il enferme une technologie perdue, ni parce qu'une société secrète aurait déposé là des archives de fin du monde, mais parce qu'il produit, depuis des siècles, le même effet sur l'esprit humain, un effet de centrage, d'étrangeté, de verticalité morale. Ce serait moins spectaculaire qu'un portail interdimensionnel, d'accord, mais beaucoup plus intéressant. Pourtant, il serait naïf de croire que le dossier s'arrête à cette lecture spirituelle élégante. Car autour du Kailash circulent depuis longtemps des récits plus concrets, plus dérangeants, parfois franchement inquiétants. Des pèlerins parlent d'un temps qui semble se comporter bizarrement dans la région. Certains racontent que les cheveux et les ongles poussent plus vite. D'autres disent éprouver un épuisement hors norme, comme si le corps vieillissait soudainement. Bien sûr, l'altitude, le froid, l'effort extrême, la déshydratation, les troubles du sommeil et l'intensité psychologique du pèlerinage suffisent largement à produire des perceptions altérées. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le cerveau, là-haut, réécrive l'expérience avec plus de mystère qu'un laboratoire. Mais la répétition de ces motifs intrigue. Pas parce qu'elle prouve un phénomène paranormal, parce qu'elle montre comment certains lieux forcent l'être humain à ressentir le temps autrement. Et cela, même sans magie, est déjà fascinant. Imaginez un homme qui marche depuis des heures, peut-être des jours, dans un décor presque lunaire, avec peu d'oxygène, une foi immense, une fatigue qui laboure les pensées, et devant lui, cette masse verticale qui ne semble pas simplement poser dans le paysage, mais le surveiller. Ce qu'il vit n'est pas une promenade, c'est une confrontation. Dans ces conditions, le temps peut se tordre subjectivement. Une heure peut devenir une journée. Une journée peut passer comme une brève hallucination de poussière et de lumière. Le Kailash n'a peut-être pas besoin de manipuler le temps. Il lui suffit de faire sentir à l'humain à quel point sa perception ordinaire est fragile. Et déjà, une autre question arrive, plus épineuse. Si cette montagne est si sacrée, pourquoi tant de gens ont-ils voulu y projeter des secrets cachés, des galeries internes, des chambres fermées, des royaumes souterrains? Pourquoi le sacré seul ne semble-t-il jamais suffire à notre imagination? La réponse est peut-être assez peu flatteuse. Parce que nous supportons mal qu'un lieu soit important pour des raisons qui nous échappent. Nous préférons l'objet caché au sens caché. Un trésor, un manuscrit, une machine antique, un crâne de géant, une salle interdite,
Voilà ce qui nous rassure, paradoxalement. Car un secret matériel promet qu'on pourrait, un jour, l'ouvrir. Le sacré, lui, ne garantit rien. Il ne nous donne ni prise, ni propriété, ni récompense finale. C'est peut-être pour cela que le Kailash attire autant les récits de mondes perdus. Au XXe siècle, plusieurs courants ésotériques européens et russes ont associé l'Asie centrale et himalayenne à des royaumes cachés comme Shambhala ou Agartha. Il faut être précis ici. Les traditions autour de Shambhala existent bel et bien dans le bouddhisme tibétain, mais elles ont ensuite été réinterprétées, déformées, parfois défigurées par des auteurs occidentaux fascinés par l'Orient comme on est fasciné par un coffre fermé. Résultat, un mélange étrange entre sources religieuses authentiques, romantisme colonial, spéculation occultiste, fantasmes pseudo-historiques et littérature d'aventure. Le Kailash a été aspiré dans ce tourbillon. On a commencé à dire qu'il cachait l'entrée d'un monde intérieur, qu'une élite initiée savait comment y accéder, que certains pèlerins disparaissaient sans laisser de traces, que des moines possédaient des cartes des cavités internes de la montagne, qu'il existait, dans des monastères reculés, des récits interdits sur ce que le Kailash contenait réellement. Là encore, méfiance. Une grande partie de ces affirmations repose sur des chaînes de transmission douteuses, des citations invérifiables, des livres qui se copient entre eux avec l'enthousiasme irresponsable de cousins complotistes à un mariage. Mais la présence même de ces récits n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de profond. Pour une partie de l'humanité, le Kailash n'est pas seulement un sommet sacré, c'est une porte supposée. Et lorsqu'un lieu devient une porte dans l'imaginaire collectif, il cesse d'être purement géographique. Alors, que cache réellement la mystérieuse montagne Kailash? À ce stade, une réponse honnête serait presque frustrante. Pour l'instant, rien que l'on puisse montrer dans une vitrine avec une étiquette. Aucun artefact irréfutable sorti de ses entrailles est reconnu par la communauté scientifique comme la preuve d'un secret extraordinaire. Aucun relevé officiel annonçant la découverte d'une structure artificielle interne gigantesque. Aucun texte ancien disant noir sur blanc. Sous cette face nord, tournez à gauche après la 3e corniche et vous trouverez le bureau de l'axe du monde. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien, car il existe un autre type de secret, beaucoup plus difficile à filmer. Le secret de la fonction réelle d'un lieu dans la mémoire humaine. Le secret de ce qu'un paysage fait aux civilisations. Le secret de ce qui survit quand les empires changent, quand les frontières bougent, quand les armées passent, quand les dogmes se disputent, et que pourtant une montagne demeure le point où l'on revient. Le Kailash cache peut-être ceci. La preuve que certains lieux ne deviennent pas sacrés parce qu'on y invente des mythes, mais qu'on y invente des mythes parce qu'ils exercent réellement une pression particulière sur la conscience. Et cette pression, certains ont tenté de la comprendre autrement que par la théologie. Au XXe siècle, plusieurs explorateurs, érudits, mystiques et chercheurs marginaux se sont intéressés à la montagne avec des ambitions très différentes. Certains voulaient relier le Kailash à des géométries planétaires. D'autres cherchaient des corrélations entre traditions tibétaines et cosmologies antiques. D'autres encore, plus aventureux ou plus imprudents, espéraient y trouver les traces d'une science oubliée ou d'un savoir conservé hors des grands centres de pouvoir. La plupart n'ont rien prouvé. Mais ils ont laissé derrière eux une accumulation de fragments, de témoignages, de cartes incomplètes, de notes ambiguës, de récits trop étranges pour être acceptés sans réserve, trop persistants pour être écartés avec mépris. Et au milieu de ces fragments revient sans cesse une même idée. Le Kailash ne serait pas seulement un lieu saint, il serait un lieu gardé. Pas gardé au sens enfantin du terme,
avec des monstres cachés derrière les rochers en attendant l'aventurier suivant. Gardé par un système d'interdits, de récits, de peur, de respect, de conditions physiques extrêmes et peut-être aussi de surveillance politique moderne. Car il ne faut pas oublier un élément très concret, étudié librement, fouillé, documenté, filmé en profondeur dans cette région n'a jamais été simple. Les contraintes administratives, les tensions géopolitiques, les sensibilités religieuses et le contrôle territorial limitent énormément ce que l'on peut faire, voir, comparer et vérifier. Autrement dit, le mystère n'est pas seulement ancien, il est aussi contemporain. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à devenir dérangeante. Parce qu'une montagne sacrée, c'est poétique. Une montagne sacrée dont l'accès symbolique est protégé depuis des siècles et dont l'exploration moderne reste partielle, filtrée, controversée, c'est autre chose. Cela crée une zone grise parfaite, une zone où la foi, la politique, la science, le fantasme et le silence se mélangent juste assez pour que personne ne puisse refermer complètement le dossier. Dans cette zone grise apparaît alors une autre couche du mystère, plus ancienne, plus obscure et beaucoup moins confortable que l'image d'une simple montagne de pèlerinage. Car certains récits tibétains et certaines lectures ésotériques modernes affirment que le Kailash n'est pas seulement le siège du divin, mais le verrou de quelque chose qui ne devrait pas être réveillé. Il faut prendre cette idée au sérieux, non pas parce qu'elle serait nécessairement vraie, mais parce qu'elle révèle un changement de ton. Jusqu'ici, le Kailash pouvait être compris comme une montagne sacrée, un centre symbolique, un sommet entouré de récits et de pratiques religieuses exceptionnelles. À partir du moment où certains commencèrent à parler d'un verrou, d'une porte, d'un sceau, l'atmosphère change. On ne parle plus seulement d'un lieu saint. On parle d'un lieu dont la sainteté aurait peut-être une fonction défensive. Et là, forcément, l'imagination s'emballe. Défensive contre quoi? Contre qui? Une connaissance interdite? Une présence enfouie? Un ancien pouvoir? Une mémoire trop dangereuse? Ou, plus subtilement, contre l'homme lui-même, contre cette vieille manie humaine de transformer tout ce qui dépasse en objet de domination? Vous sentez le piège, n'est-ce pas? C'est exactement le genre de question qui a nourri des siècles de légendes. Mais au lieu de rire trop vite de ces récits, mieux vaut les examiner comme on examine les fissures d'un mur ancien. Elles ne disent pas forcément ce qu'il y a derrière. Elles révèlent au moins les tensions qui ont traversé le bâtiment. Dans certaines traditions tibétaines populaires, le paysage autour du Kailash n'est pas simplement sacré, il est peuplé. Pas forcément au sens où nous l'entendrions, avec des créatures qu'on pourrait photographier proprement en disant « Voilà, preuve numéro 1 ». Peupler un lieu, dans les cultures de montagne, cela signifie souvent qu'il est habité par des forces, des entités, des présences, des gardiens invisibles ou semi-visibles, liés au terrain, au lac, au col, aux tempêtes. Les montagnes de l'Himalaya ne sont pas de simples masses minérales. Elles ont des tempéraments, des susceptibilités, des droits. On retrouve ici quelque chose de très ancien, presque universel. Avant que la modernité ne transforme les hauteurs en défis sportifs ou en panoramas à consommer, les peuples de montagne savaient qu'un sommet n'est jamais neutre. Il impose une conduite. Il faut savoir comment l'approcher, quoi dire, quoi éviter, à quel moment passer, quand se taire. Le sacré n'est pas seulement une décoration symbolique, c'est un protocole de relation. Autour du Kailash, ce protocole est poussé à un degré rare. Les pèlerins parlent souvent du parcours comme d'une épreuve morale autant que physique. On n'y vient pas seulement avec des jambes, on y vient avec ses fautes, ses attentes, ses illusions. Faire la Kora, c'est avancer dans un paysage où tout vous rappelle que votre corps n'est pas souverain. Le souffle se raccourcit, le froid coupe les gestes, les pierres répondent moins à votre volonté qu'à votre fatigue.
Et pourtant, au milieu de cette austérité, certains témoignent d'une sensation presque opposée, une clarté étrange, comme si le monde, au lieu de se refermer, devenait plus net. C'est un paradoxe important. Les lieux extrêmes produisent souvent soit la confusion, soit la lucidité. Le Kailash semble produire les deux à la fois. Et c'est peut-être pour cela que tant de récits de rencontres y sont attachés. Des silhouettes aperçues dans la neige et disparues sans laisser de traces. Des moines inconnus apparaissant au détour d'un chemin, donnant un conseil, puis semblant s'évanouir dans le décor. Des pèlerins affirmant avoir entendu des voix, des cloches, des chants dans des zones désertes. Des visions durant les nuits de haute altitude. Encore une fois, prudence. Aucun de ces récits ne constitue, à lui seul, une démonstration. Mais leur persistance dit quelque chose de fondamental. Le Kailash n'est pas raconté comme un simple lieu de visite. Il est raconté comme un lieu de filtration de la perception. Ce n'est pas anodin, car dans bien des traditions religieuses, les lieux saints ne montrent pas la même chose à tout le monde. Ce que vous voyez dépend de ce que vous êtes capable de porter. Cela semble très poétique, presque commode, j'en conviens. Mais réfléchissez-y un instant. Même en dehors du religieux, n'est-ce pas déjà vrai de n'importe quel lieu chargé d'histoire? Deux personnes peuvent entrer dans la même cathédrale, marcher dans le même désert, s'arrêter devant la même mer et en sortir avec deux mondes intérieurs totalement différents. Le lieu n'a pas changé. Le regard, lui, oui. Le Kailash radicalise cette différence. Voilà pourquoi certains récits anciens et modernes suggèrent qu'il ne livre jamais la totalité de son sens. Il laisserait passer certaines expériences, en bloquerait d'autres. D'où cette impression, récurrente chez les voyageurs sérieux comme chez les amateurs d'ésotérisme, qu'il manque toujours une pièce au puzzle. On voit le sommet, mais il reste inaccessible. On connaît sa sacralité, mais on n'épuise pas sa signification. On accumule des cartes, des textes, des témoignages, des photos, des notes de terrain. Et pourtant la montagne conserve une avance. C'est un point crucial pour comprendre pourquoi elle a été si facilement associée à l'idée de savoir caché. Dans les traditions asiatiques, le savoir n'est pas toujours conçu comme quelque chose qui doit être exposé à tous, immédiatement, sans condition. Certaines connaissances sont graduées. Certaines pratiques demandent une préparation. Certains enseignements sont symboliquement fermés, non par méchanceté, mais parce qu'ils peuvent être mal compris, déformés ou détruits par un regard inadéquat. Dans l'Occident moderne, cette idée nous irrite parfois. Nous la jugeons élitiste, obscure, archaïque. Pourtant, si l'on regarde honnêtement l'histoire humaine, nous avons toujours fonctionné ainsi dans les domaines les plus sensibles. Initiation religieuse, savoir médical ancien, techniques artisanales, rites, transmission orale, sciences réservées à certains cercles. Alors, lorsque des récits affirment qu'autour du Kailash subsistent des enseignements non révélés ou des traditions qui ne se livrent pas à l'observateur pressé, il ne faut pas forcément imaginer une bibliothèque secrète pleine de plans d'ovnis gravés sur des plaques d'or. Il faut parfois imaginer quelque chose de beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus rare, une culture qui a choisi de ne pas tout rendre public. Et cela, dans notre siècle, paraît presque surnaturel, parce que nous vivons dans un monde où l'exposition est devenue une valeur. Montrer, publier, diffuser, enregistrer, partager, extraire, commenter, rentabiliser. Nous supposons presque automatiquement que ce qui compte doit être accessible. Le Kailash, lui, semble fonctionner selon la logique inverse. Ce qui compte le plus est peut-être précisément ce qui ne se laisse pas réduire à une preuve exportable. Bien sûr, cela ne suffit pas à expliquer toutes les théories. Certaines sont plus ambitieuses, plus techniques, plus audacieuses.
L'une des plus tenaces concerne la structure même de la montagne. Depuis longtemps, certains observateurs soutiennent que ces lignes, ces strates visibles, ces arêtes étonnamment régulières et sa silhouette pyramidale pourraient suggérer autre chose qu'un simple modelage naturel. Il faut être très clair, la communauté scientifique ne considère pas le Kailash comme une construction artificielle. Les données géologiques disponibles pointent vers une formation naturelle inscrite dans l'histoire tectonique de l'Himalaya et du plateau tibétain. En ce sens, la thèse de la pyramide fabriquée relève davantage de la spéculation symbolique que de la démonstration. Mais il y a ici une subtilité que beaucoup ratent. Une montagne peut être naturelle et pourtant paraître architecturale. Et cette apparence, à elle seule, suffit à transformer la manière dont les humains l'interprètent. Le Kailash n'a pas besoin d'avoir été construit pour être perçu comme un monument. Et quand un relief naturel prend l'allure d'un édifice, il cesse d'être un simple objet géologique dans l'imaginaire collectif. Il devient intentionnel. C'est probablement l'un des ressorts les plus puissants de sa fascination. On regarde ses faces comme on regarderait les parois d'un sanctuaire géant. On cherche des marques, des orientations, des symétries. On ne voit plus seulement de la roche, on voit un geste. Qu'il y ait réellement eu un geste humain ou non, importe alors moins que l'impression d'intention que produit la montagne. C'est précisément sur cette impression que se sont greffées des hypothèses de chambres internes, de galeries, de vides cachés. Là encore, rien d'irréfutable n'a établi l'existence d'un immense complexe intérieur secret sous la montagne. Mais il faut reconnaître que l'idée n'est pas sortie de nulle part. Les traditions sacrées associent souvent les sommets à des mondes intérieurs, à des cavités, à des palais invisibles, à des demeures de divinités ou de sages. Dans une pensée symbolique, une montagne n'est jamais seulement extérieure, elle a un dedans. Et si vous demandez à un esprit moderne « Comment représentes-tu un dedans sacré ?» il répondra presque toujours par une architecture cachée. Voilà comment naissent les récits de salles secrètes. Ils traduisent spatialement une intuition spirituelle. Certaines versions plus ésotériques vont plus loin et lient le Kailash à Shambhala. C'est ici qu'il faut avancer avec finesse, car le sujet a été terriblement déformé. Dans le bouddhisme tibétain, Shambhala n'est pas simplement une ville cachée dans l'Himalaya au sens d'un roman d'aventure. C'est une notion complexe, à la fois géographique, symbolique, initiatique et eschatologique selon les textes et les interprétations. Certaines lectures populaires l'ont transformé en royaume souterrain tangible, accessible par des passages dissimulés dans les montagnes. D'autres la lisent comme un état de conscience ou comme une géographie sacrée qui ne se révèle qu'à certains pratiquants. Le problème, c'est que l'Occident a souvent pris le mot comme on prend une clé passe-partout. Shambhala est devenu un réservoir commode pour toutes les projections. Maître caché, technologie perdue, survivant d'une civilisation primordiale, archive secrète de l'humanité. Et puisque le Kailash est l'un des sommets les plus chargés symboliquement de la région, beaucoup l'ont naturellement relié à ces fantasmes. Pourtant, même une fois toutes les exagérations écartées, une question demeure. Pourquoi cette association revient-elle si souvent ? Peut-être parce que le Kailash possède exactement les qualités qu'un imaginaire des mondes cachés recherche. Éloignement, altérité radicale, interdit religieux, difficulté d'accès, convergence de traditions, forme inhabituelle, silence documentaire relatif, intensité des témoignages. C'est le lieu idéal pour concentrer l'idée d'un dehors qui cache un dedans. Et ce dedans a parfois pris une forme très précise, celle de gardien non humain. Ici, on entre dans un territoire délicat, à la frontière entre folklore, religion populaire et littérature ésotérique moderne.
Dans plusieurs récits himalayens au sens large, il existe des êtres associés aux hauteurs, aux passages, aux zones liminales. Certains sont protecteurs, d'autres sont trompeurs. D'autres encore se comportent comme des tests vivants. Ils ne barbent pas simplement la route, ils révèlent la qualité intérieure de celui qui avance. Transposée autour du Kailash, cette logique a donné naissance à des récits de gardiens invisibles, de présences qui désorientent, de ceux qui empêchent d'aller plus loin. Un esprit sceptique dira, avec raison, que ces figures peuvent être comprises comme des personnifications de dangers réels. Altitude, tempête, erreur de trajectoire, fatigue cognitive, isolement, froid, peur. Et il n'aura pas tort. Les cultures anciennes n'étaient pas stupides. Elles donnaient souvent une forme narrative aux réalités les plus concrètes. Dire qu'un col est gardé par une présence, c'est aussi dire que s'y aventurer sans respect peut vous tuer. Mais réduire ces récits à de simples métaphores serait également trop rapide. Ils ont une fonction plus profonde. Ils rappellent qu'un lieu n'est pas seulement un espace physique, c'est un espace relationnel. Et dans cette relation, l'humain n'est pas maître. Le Kailash, plus que beaucoup d'autres lieux, nous oblige à redécouvrir cette vieille vérité oubliée. Il existe des endroits où l'on ne va pas seulement. On est admis ou pas. D'où les histoires de tentatives d'ascension avortées, de projets abandonnés, de conditions qui se dégradent, d'intuitions soudaines qu'il ne faut pas insister. Certaines de ces histoires ont été romancées, c'est évident. D'autres reposent sur des décisions politiques et religieuses très claires. Mais peu importe au fond la part exacte de chaque facteur. Ce qui compte, c'est l'image cohérente qui en ressort. Le sommet reste au-dessus de la logique de conquête, et cela a produit un phénomène fascinant. Plus le Kailash est resté non gravi, plus il a gagné en puissance symbolique. L'interdit n'a pas réduit son prestige. Il l'a multiplié. Réfléchissez à cela. D'ordinaire, dans la culture moderne, un lieu devient célèbre quand on y pénètre, quand on l'explore, quand on le rend visible. Ici, c'est presque l'inverse. Le fait de ne pas aller au bout a renforcé la charge du lieu, comme si la retenue elle-même devenait une forme de révélation. Ce mécanisme explique aussi pourquoi le Kailash hante tant l'imaginaire des chercheurs marginaux. Là où il y a retenue, certains voient du respect, d'autres voient une dissimulation. Et cette ambiguïté ouvre la porte à toutes les constructions possibles. Parmi elles, l'une des plus intrigantes n'a rien à voir avec les soucoupes volantes ni les royaumes souterrains. Elle touche au temps long des civilisations. Plusieurs auteurs ont suggéré que la région du Kailash pourrait conserver non pas des machines secrètes, mais des traces de cosmologie très ancienne, peut-être antérieures à certaines séparations religieuses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. En d'autres termes, le Kailash aurait servi de point de convergence à une mémoire sacrée archaïque, dont les traditions postérieures auraient conservé des fragments sous des noms différents. Cette hypothèse est difficile à prouver dans le détail, mais elle est intellectuellement sérieuse. Les montagnes sacrées ont souvent cette fonction d'archive vivante. Pas une archive de papier, une archive de continuité symbolique. Les empires changent, les langues bougent, les doctrines s'affrontent, mais certains lieux continuent à recevoir des interprétations successives sans perdre leur noyau de prestige. Le Kailash pourrait être l'un de ces nœuds où plusieurs couches de sacralité se sont déposées au fil des siècles, sans jamais s'annuler complètement. Autrement dit, ce que la montagne cache n'est peut-être pas un objet, mais une profondeur de temps. Et cette profondeur pourrait expliquer bien des choses. La multiplication des récits contradictoires, l'impression que chaque tradition n'en détient qu'un fragment,
La difficulté à séparer le mythe du territoire, la manière dont même les explications rationnelles semblent parfois glisser sur la surface sans atteindre le centre du phénomène. Car ce centre, justement, n'est pas forcément géologique. Il est peut-être narratif. Le Kailash agit comme un aimant à récit parce qu'il se trouve à la jonction de plusieurs besoins humains très anciens. Localiser le centre du monde, sanctuariser la verticalité, projeter un ordre cosmique sur un paysage, inscrire le salut dans la géographie, protéger certaines limites contre la profanation et donner un visage au mystère sans l'épuiser. Vue sous cet angle, la montagne cache quelque chose d'encore plus troublant qu'un trésor enfoui. Elle cache le mode d'emploi oublié de la relation entre l'homme et le sacré. Et si c'était cela qui nous dérange le plus aujourd'hui? Non pas de ne pas savoir ce qu'il y a dans le Kailash, mais de sentir confusément que ce lieu appartient à une grammaire du monde que nous ne parlons plus. Nous savons mesurer l'altitude, estimer des formations rocheuses, croiser des données satellitaires, analyser des traditions comparées. Tout cela est précieux. Mais savons-nous encore approcher un lieu sans immédiatement vouloir l'extraire de lui-même? Savons-nous encore tolérer une zone de présence qui ne se laisse pas convertir en contenu? Le Kailash pose cette question avec une brutalité polie. Il ne s'oppose pas à la science. Il ne nie pas la géographie. Il ne demande pas qu'on renonce à comprendre. Il exige simplement autre chose en plus, une discipline du regard. Et c'est peut-être ce qui explique la place étrange qu'occupent les animaux, les signes, les phénomènes considérés comme augures dans certains récits de pèlerinage, un oiseau aperçu au bon moment, une rafale soudaine, une chute de neige inattendue, le comportement du ciel au passage d'un col. À première vue, cela paraît superstitieux. En réalité, cela signale une manière de vivre le monde comme une conversation plutôt que comme un décor muet. Or, autour du Kailash, cette conversation semble encore active. C'est pourquoi même les détails les plus concrets prennent une allure de symbole. Le passage du Dolmala, ce col élevé de la Kora, n'est pas seulement un segment difficile de randonnée. Pour de nombreux pèlerins, il représente une mort et une renaissance. On y laisse parfois de vieux vêtements, des objets, des traces d'une vie passée, comme si le parcours tout entier rejouait une traversée intérieure. D'un point de vue extérieur, on peut décrire cela comme un rite de passage classique, présent dans de nombreuses cultures. Mais vécu sur place, dans un environnement aussi rude, le symbole cesse d'être décoratif. Il mord dans le corps. Et c'est là que le Kailash devient plus qu'un mystère à raconter. Il devient un appareil à transformation. Ceux qui s'y rendent n'en reviennent pas toujours avec des réponses. Souvent, ils reviennent avec une modification, plus silencieuse qu'une révélation, plus durable qu'un frisson, comme si le lieu n'avait pas donné un secret, mais déplacé quelque chose. Alors oui, il existe des récits de créatures gardiennes, des spéculations sur des structures internes, des hypothèses sur des traditions cachées, des visions de royaumes invisibles. Oui, il existe une littérature entière qui présente le Kailash comme le couvercle d'un savoir immense ou comme le repère d'entités anciennes. Mais peut-être que toutes ces versions, même lorsqu'elles déforment le réel, pointent malgré elles vers la même intuition de fond. Cette montagne ne protège pas seulement quelque chose. Elle protège une manière de rencontrer le monde. Et plus on avance, plus une idée devient difficile à éviter. Et si le vrai secret du Kailash n'était pas enfoui sous la roche, mais dispersé tout autour, dans les récits fragmentaires de ceux qui ont essayé de l'approcher sans le posséder, car certains de ces récits contiennent un détail récurrent, discret, presque perdu sous les couches de légende, et pourtant capital.
plusieurs voyageurs ont eu l'impression que la montagne ne se révélait jamais de la même manière 2 fois. Et c'est là que le Kailash cesse d'être seulement une énigme religieuse ou géographique. Il devient presque un témoin silencieux, immobile, mais d'une endurance insupportable pour les civilisations humaines. Il voit passer les croyances, les empires, les routes, les pèlerins, les chercheurs, les opportunistes, les sceptiques, les mystiques, les caméras, les théories, les modes intellectuels, et lui reste là, avec cette étrange capacité à ne jamais offrir exactement la même image de lui-même. Cela peut sembler exagéré. Une montagne est une montagne, dira-t-on. Elle ne change pas selon l'observateur, sauf par la lumière, la météo, la saison. Et d'un point de vue strictement physique, c'est vrai. Pourtant, dans les récits accumulés autour du Kailash, on retrouve souvent cette impression déroutante. La montagne paraît différente selon l'angle, selon le moment, selon l'état intérieur de celui qui la contemple. Certains la décrivent comme austère, presque hostile, une masse noire coupée nette dans le ciel. D'autres y voient une présence lumineuse, étonnamment paisible, presque maternelle malgré sa dureté. D'autres encore parlent d'un sommet si ordonné qu'il produit une sensation artificielle, comme si la nature y avait adopté, l'espace d'un instant géologique, le langage de l'architecture sacrée. Or, cette variabilité de perception est peut-être l'un des éléments les plus sérieux du dossier. Pas sérieux au sens où elle prouverait une anomalie physique mystérieuse. Sérieux au sens où elle révèle ce que le Kailash fait au regard humain. Il agit comme un miroir qui ne renvoie pas seulement une image du monde, mais une image de notre manière d'entrer dans le monde. C'est sans doute pour cela que les récits les plus troublants ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Ce ne sont pas forcément les histoires de tunnels secrets, de chambres cachées ou de gardiens surnaturels qui frappent le plus lorsqu'on les examine avec un peu de recul. Ce sont parfois des choses beaucoup plus discrètes. Un voyageur qui dit avoir été saisi d'une paix presque absurde dans un lieu pourtant physiquement écrasant. Un pèlerin qui raconte avoir senti, au détour d'un chemin, que la montagne le voyait, sans pouvoir expliquer cette formule autrement. Un autre qui, au contraire, éprouve un rejet profond, comme si le lieu l'empêchait intérieurement de s'approcher plus avant. Tous parlent du même massif rocheux. Aucun ne raconte exactement la même chose. Voilà pourquoi le Kailash dérange les esprits trop pressés. Il ne se laisse pas enfermer dans un seul type de vérité. Si vous ne voulez voir qu'un relief géologique, il restera un relief géologique. Si vous ne voulez voir qu'un monument sacré, il deviendra un monument sacré. Si vous y projetez un portail vers un monde caché, il vous offrira suffisamment de silence pour que votre imagination y travaille. Il est comme ces textes anciens qui semblent révéler moins leur contenu que la structure mentale du lecteur. Et c'est précisément ce qui a attiré au fil du temps des personnages singuliers. Pas seulement des pèlerins traditionnels, pas seulement des touristes, mais des gens situés dans des zones intermédiaires, explorateurs mystiques, érudits hétérodoxes, cartographes du mythe, chercheurs de traditions perdues, auteurs persuadés que le monde visible n'est qu'une façade polie placée devant une architecture beaucoup plus vieille. Parmi les figures qui reviennent souvent lorsqu'on parle de l'Himalaya ésotérique, on trouve des voyageurs russes, des écrivains fascinés par l'Asie centrale, des orientalistes parfois compétents, parfois franchement aventureux, et toute une nébuleuse d'auteurs du XXe siècle qui cherchaient dans les hauts plateaux une réponse à la crise spirituelle moderne. Ils n'étaient pas tous d'accord. Certains étaient profondément religieux, d'autres davantage artistes ou philosophes. D'autres encore n'étaient que des fabricants de brume verbale avec un talent certain pour transformer une note de voyage en apocalypse élégante. Mais tous, ou presque, se heurtaient à la même évidence.
cette région possédait une densité symbolique hors norme. Le Kailash en était l'épicentre. Certains y ont vu la survivance d'une géographie sacrée plus ancienne que les religions historiques dans leur forme actuelle. D'autres ont pensé y reconnaître un lieu de conservation. Non pas forcément de conservation matérielle, comme une cave pleine d'objets, mais de conservation doctrinale, comme si certaines visions du monde, certains schémas cosmologiques, certaines méthodes d'attention à la réalité avaient été mieux préservées dans ces hauteurs qu'ailleurs, justement parce que la région était difficile d'accès, rude, périphérique par rapport aux grands centres impériaux. Cette idée mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle change complètement la nature du mystère. Lorsque nous entendons « secret », nous imaginons spontanément un contenu caché, un objet, un document, une preuve, une formule, une arme, une salle fermée. Mais il existe des secrets d'un autre type, des secrets de continuité, des manières de penser qui ne sont pas proclamées, qui ne se transforment pas en manifestes, qui ne prennent pas nécessairement la forme d'un texte facilement exportable, mais qui subsistent parce qu'elles sont incarnées dans des rites, des gestes, des disciplines du corps, des récits transmis avec prudence, des géographies parcourues plutôt qu'expliquées. Le Kailash pourrait être au cœur d'un tel secret, et cela rendrait compte de quelque chose d'essentiel, le fait que tant de chercheurs extérieurs ont eu le sentiment de tourner autour d'un centre sans jamais l'atteindre. Ils avaient des descriptions, ils avaient des cartes, ils avaient des traductions incomplètes, des contacts, parfois des autorisations, parfois des intuitions lumineuses, mais il manquait toujours une couche, comme s'ils observaient une machine sacrée en ne disposant que du mode d'emploi partiel, rédigé dans une langue qu'ils comprenaient imparfaitement. Ce n'est pas une accusation contre eux, c'est simplement la condition normale d'un regard extérieur sur un univers symbolique dense. Nous imaginons souvent que le mystère vient du lieu lui-même. Très souvent, il vient du fait que nous y arrivons avec les mauvais instruments. Prenez un exemple simple. Dans beaucoup de traditions contemporaines, un lieu vaut par ce qu'on peut y faire. Est-ce accessible? Est-ce rentable? Est-ce visitable? Est-ce documentable? Est-ce spectaculaire? Le Kailash, lui, obéit à une logique différente. Il vaut par la qualité de la relation qu'il impose. Cela change tout. Si vous l'abordez comme un objet, il se ferme. Si vous l'abordez comme un centre, il commence peut-être à parler. Pas au sens littéral, bien sûr. Le sommet ne va pas soudainement vous adresser un discours en ancien sanskrit sous un éclair dramatique. Mais quelque chose change dans l'expérience du lieu. Voilà pourquoi la Kora est si fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de contourner une montagne. Il s'agit d'accepter une pédagogie spatiale. On vous oblige à comprendre avec vos pieds ce que votre esprit voudrait capturer trop vite. Tourner autour, c'est reconnaître qu'on ne pénètre pas le cœur par la violence de la ligne droite. On le sert par la fidélité du cercle. Il y a quelque chose de presque insultant pour notre modernité dans cette structure. Nous aimons aller au centre. Le Kailash nous dit « Non, apprenez d'abord à demeurer autour ». Et si ce principe n'était pas seulement rituel, mais cosmologique? Si la montagne enseignait, par sa simple disposition dans le paysage et dans l'imaginaire, une vérité plus vaste sur l'ordre du monde? Non pas que l'homme soit inutile, ni qu'il doive s'effacer entièrement, mais qu'il n'est pas la mesure de toute chose. Pour une culture technologique persuadée que comprendre revient à pénétrer, à ouvrir, à démonter, à posséder, cette leçon est profondément agaçante. D'où, peut-être, la violence avec laquelle certains récits secondaires ont tenté de récompenser le Kailash par un secret plus familier. Puisqu'il nous résiste, il doit forcément cacher quelque chose de tangible. Une chambre intérieure, des archives, une énergie, une technologie perdue. Sinon, pourquoi tant d'importance?
Mais c'est précisément là que la montagne devient redoutable. Elle force à envisager qu'un lieu puisse être central sans livrer de trophées. Cela dit, il serait trop confortable de conclure ainsi et de transformer le Kailash en pur symbole, propre, élégant, philosophiquement satisfaisant. Car certaines zones de mystère demeurent bel et bien concrètes, pas au sens hollywoodien, mais au sens historique et documentaire. Par exemple, la question des récits locaux et monastiques est plus complexe qu'on ne le croit souvent. De nombreuses traditions orales autour des régions himalayennes ont été partiellement perdues, transformées ou transmises dans des conditions difficiles. Entre les bouleversements politiques du XXe siècle, les destructions, les exils, les changements d'administration, la pression sur certaines institutions religieuses et la fragilité même de la transmission orale, il serait naïf de croire que nous disposons aujourd'hui d'un tableau complet de ce qui se disait, il y a plusieurs siècles, à propos du Kailash dans tous les cercles concernés. Autrement dit, le mystère n'est pas seulement un produit de l'imagination, il est aussi un produit du manque d'archives, ou plus exactement du caractère fragmentaire de ce qui nous reste. Et dès qu'un lieu aussi chargé symboliquement rencontre une documentation partielle, les hypothèses se multiplient. Certaines sont absurdes, d'autres très plausibles. Entre les deux, s'étend un territoire trouble, où se logent les spéculations les plus persistantes. L'une d'elles concerne l'existence possible de traditions de lecture très différentes du Kailash selon les niveaux d'initiation. C'est une idée qu'on retrouve dans plusieurs univers religieux. Le même récit peut être lu de manière littérale, rituelle, cosmologique, psychologique ou ésotérique selon le contexte. Ce que le pèlerin ordinaire accomplit dans son corps, l'ascète peut le lire comme une carte intérieure. Ce que le fidèle raconte comme un miracle, le maître le comprend comme un symbole opératif. Rien d'étrange à cela. C'est même presque banal dans les grandes traditions mystiques. Mais appliquée au Kailash, cette logique a des conséquences explosives. Elle signifie que le vrai sens de la montagne pourrait n'avoir jamais été destiné à une lecture unique. Et voilà pourquoi tant d'observateurs ont eu l'impression frustrante que chaque explication était vraie, mais incomplète. Oui, le Kailash est un sommet géologique. Oui, c'est un centre de pèlerinage. Oui, il a une importance cosmologique dans plusieurs traditions. Oui, il agit comme un lieu de projection mythique. Oui, son environnement extrême modifie puissamment l'expérience humaine. Oui, sa forme alimente des interprétations architecturales. Oui, sa non-ascension officielle a renforcé sa charge symbolique. Oui, les lacunes documentaires laissent place aux théories. Tout cela peut être vrai en même temps. Le problème, c'est que l'esprit aime les réponses exclusives. Il veut choisir. Le Kailash, lui, accumule. C'est précisément cette accumulation qui explique l'apparition, à la marge, de théories sur une fonction plus sombre de la montagne. Pas seulement axe du monde, pas seulement demeure divine, mais lieu de contention. L'idée paraît extravagante, pourtant elle obéit à une logique symbolique ancienne. Si un lieu est un centre, il peut être centre de bénédiction. Mais il peut aussi être centre de canalisation. Il peut tenir ensemble ce qui, sans lui, se disperserait. Il peut équilibrer. Il peut contenir. Dans certaines versions ésotériques modernes, très spéculatives, le Kailash serait ainsi le point de scellement, d'énergie tellurique, ou la couverture d'un foyer ancien qu'il ne faudrait pas déranger. On entre ici sur un terrain où les faits vérifiables deviennent rares et où la prudence est indispensable. Rien, dans la recherche scientifique, ne valide ces interprétations au sens strict, mais leur popularité n'est pas accidentelle. Elles traduisent une intuition anthropologique profonde. Plus un lieu semble stable, plus on imagine qu'il stabilise quelque chose. Et cette intuition est renforcée par le contraste saisissant
entre la montagne et son environnement élargi. Le plateau tibétain n'est pas un paysage de douceur. C'est un espace d'extrêmes. Vent, lumière crue, froid, sécheresse, hauteur, solitude, distance qui écrase l'échelle humaine. Dans cet univers, le Kailash apparaît non seulement comme un sommet, mais comme une forme lisible dans un monde souvent démesuré, comme si le chaos minéral alentour s'était un instant redressé en signe. Les civilisations lisent rarement les signes innocemment. Lorsqu'une forme nette émerge dans un univers rude, elle attire l'attribution de sens comme un métal attire la foudre. C'est aussi pour cela que les lacs voisins comptent tellement. Manasarovar et Rakshastal ne sont pas de simples éléments pittoresques du décor. Ils participent du système symbolique entier. Le premier, dans l'imaginaire religieux, est souvent lié à la pureté, à l'esprit, à une eau intérieure clarifiée. Le second, plus sombre, plus ambigu, plus inquiétant dans de nombreux récits, introduit immédiatement l'idée que le paysage sacré n'est pas un paysage gentiment édifiant. Il contient la polarité. Il contient le contraste. Il contient la possibilité que le centre du monde ne soit pas un salon bien rangé, mais un lieu où les forces opposées doivent être maintenues dans une tension exacte. Voilà une piste fascinante. Et si le Kailash n'était pas sacré, parce qu'il serait pur au sens naïf du terme, mais parce qu'il serait le point où les contraires sont tenus ensemble sans se détruire. La verticalité et l'abîme, la paix et la terreur, l'interdit et l'appel, la présence divine et l'austérité minérale, la bénédiction et l'épreuve. Dans ce cas, les récits de gardiens, de portes, de verrous, d'énergie, de mondes cachés prendraient un autre sens. Ils ne décriraient pas forcément des objets littéraux. Ils tenteraient de dire, maladroitement, qu'on approche ici d'un mécanisme d'équilibre. Et les créatures, alors? Les présences? Les êtres évoqués dans certains récits populaires? Il faut les prendre au sérieux, sans tomber dans la crédulité enfantine. Dans les régions de haute montagne, l'imaginaire des présences non humaines remplit plusieurs fonctions en même temps. Il encode des dangers réels. Il humanise l'altérité du paysage. Il rappelle que l'humain n'est pas seul au monde, ni maître absolu de ce qu'il traverse. Et il permet aussi de formuler des expériences limites qui autrement resteraient muettes. Comment décrire l'impression d'être observé dans une vallée vide? Comment raconter un sentiment de présence que rien ne prouve et que pourtant rien n'efface? Beaucoup de cultures répondent par des êtres, pas parce qu'elles seraient plus naïves, mais parce qu'elles disposent encore d'une langue pour nommer certaines intensités. Le monde moderne, lui, préfère souvent deux options, soit l'explication physio-psychologique totale, soit le délire complotiste absolu. Le Kailash échappe aux deux. Il nous oblige à réapprendre la nuance. Oui, l'altitude peut produire des états de conscience modifiés. Oui, la fatigue et la suggestion jouent un rôle immense. Oui, l'environnement extrême altère les perceptions. Et pourtant, réduire toute expérience forte à une simple erreur de cerveau n'épuise pas non plus sa signification. Une illusion peut être fausse sur le plan factuel et vraie sur le plan existentiel. Un sentiment de présence peut ne rien prouver d'extérieur, tout en révélant quelque chose d'essentiel sur la relation du sujet au lieu. C'est pour cette raison que les témoignages de transformation personnelle comptent tant. Beaucoup de récits sur le Kailash ne racontent pas une découverte spectaculaire, mais une redistribution intérieure. Le voyageur n'a pas vu un monstre. Il n'a pas trouvé une salle secrète. Il n'a pas déterré une tablette gravée d'une langue inconnue. Il a simplement cessé, pendant quelques heures ou quelques jours, d'être organisé de la même manière. Et cela, pour certaines traditions,
est précisément le vrai miracle. Mais plus on approche cette interprétation, plus une objection surgit. Très bien, dira-t-on, le Kailash serait une machine symbolique, un centre de projection sacré, un lieu de transformation intérieure. Mais alors pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de récits périphériques sur des choses interdites, sur des zones dont on ne parle pas clairement, sur des connaissances réservées, sur des détails qui semblent à peine affleurer puis disparaître? Parce que tout lieu réellement central finit par attirer deux types de silence. Le premier est le silence du respect. On ne dit pas tout parce qu'on sait qu'une parole trop rapide abîme ce qu'elle touche. Le second est le silence de la perte. On ne dit pas tout parce qu'on ne sait plus tout. Les transmissions se brisent, les contextes disparaissent, les langues meurent, les maîtres s'éteignent, les archives sont dispersées, les récits se déforment. Autour du Kailash, ces deux silences semblent s'être superposés. C'est ce qui rend l'enquête si difficile. Lorsqu'une tradition se tait, on ne sait pas toujours si elle garde ou si elle a oublié. Et les deux cas produisent, vus de l'extérieur, la même impression. Un vide. Or, l'esprit humain déteste le vide. Il le remplit. Par des théories, des fantasmes, des peurs, des documentaires trop sur d'eux, des cartes hasardeuses, des citations douteuses, des certitudes théâtrales. Le Kailash est devenu l'un des plus grands réceptacles de ce phénomène. Tout ce qui manque autour de lui devient immédiatement matière à invention. Et pourtant, sous ces couches d'invention, quelque chose de plus solide persiste. Le fait que la montagne continue d'exiger une conduite. C'est peut-être le détail le plus important de tous. Nous avons des milliers de lieux célèbres. Très peu conservent encore le pouvoir d'imposer une éthique d'approche. Le Kailash, lui, continue à produire cette exigence. Il n'est pas simplement visité. Il est entouré de gestes, de précautions, de récits de retenue, d'interdits significatifs. Même sa non-ascension n'est pas un simple vide sportif. C'est une déclaration anthropologique majeure. Elle affirme qu'il existe encore un lieu devant lequel l'abstention peut valoir davantage que l'exploit. Et dans un siècle fasciné par la performance, cette idée est presque révolutionnaire, peut-être même insupportable. Car si le Kailash mérite de ne pas être conquis, alors il existe au moins un cas où la réussite technique ne constitue pas la victoire la plus haute. Cela semble évident lorsqu'on l'entend ainsi. Et pourtant, combien de nos sociétés organisent-elles encore sérieusement cette hiérarchie? Très peu. Nous savons faire, nous savons atteindre, nous savons percer, nous savons filmer, nous savons exploiter. Mais savons-nous renoncer par intelligence? Le Kailash pose cette question sans hausser le ton. Et c'est peut-être pour cela qu'il nous travaille autant. Derrière toutes les légendes, tous les récits d'entités, tous les soupçons d'architecture cachée, tous les fantasmes de centres énergétiques, demeure peut-être une vérité plus inconfortable. La montagne cache un critère. Elle révèle ce que nous sommes prêts à violer pour obtenir une réponse. Or certains ont peut-être essayé d'aller trop loin. Et c'est précisément là que commencent les histoires les plus troublantes de toutes. Non pas celles qui parlent de la montagne en elle-même, mais celles qui évoquent ce qui serait arrivé à ceux qui ont voulu forcer son secret autrement que par le pèlerinage. C'est à ce point du récit que le Kailash devient presque impossible à raconter sans provoquer deux réactions opposées. La première est la fascination pure, celle qui pousse à se pencher en avant, à baisser un peu la voix, à se dire qu'il y a forcément eu, quelque part dans ces hauteurs, des hommes ayant vu quelque chose que nous ne voyons plus. Un signe, un passage, une connaissance, un ordre du monde conservé hors de portée. La seconde réaction est une forme d'agacement moderne,
celle qui répond « Très bien, mais où sont les preuves? Où sont les documents? Où sont les relevés, les archives, les mesures, les confirmations indépendantes ?» La vérité, c'est que le Kailash se tient exactement dans l'espace qui sépare ces deux impatiences. Et c'est peut-être pour cela qu'il trouble autant. Car oui, il existe des histoires sur ceux qui auraient voulu forcer le secret. Des explorateurs persuadés que l'interdit religieux n'était qu'un habillage pour dissimuler autre chose. Des auteurs convaincus que l'accès au sommet ou à certaines zones proches permettrait de découvrir une vérité renversante. Des esprits plus arrogants que prudents, parfois habités par la vieille certitude coloniale selon laquelle tout lieu sacré dissimule en réalité un contenu qu'il suffirait d'extraire. Et autour de ces figures s'est formé un halo de récits étranges, projets annulés, démarches abandonnées, permissions incertaines, résistance locale, pression symbolique, malaise, accident, changement soudain de décision. Il faut être rigoureux ici. Cela ne constitue pas une preuve d'intervention surnaturelle. La difficulté logistique, la sensibilité religieuse, la géopolitique régionale, les conditions physiques et la prudence élémentaire suffisent à expliquer beaucoup de ces interruptions. Mais encore une fois, le plus intéressant n'est pas de savoir si la montagne se défend comme un personnage de légende. Le plus intéressant est de constater qu'autour d'elle se met systématiquement en place un système de freinage, comme si tout concourait à rappeler « il existe ici une limite ». Et cette limite n'est pas seulement extérieure. Plusieurs témoignages, qu'ils viennent de pèlerins, de voyageurs ou d'observateurs plus détachés, décrivent un phénomène difficile à quantifier mais remarquable. À mesure qu'on approche du Kailash avec une intention de maîtrise, le lieu semble se vider de sa qualité. Au contraire, plus l'approche est humble, plus la montagne apparaît dense, presque intelligible, sans jamais devenir transparente. Ce n'est pas scientifique au sens strict, c'est expérientiel. Mais les grands lieux sacrés fonctionnent souvent ainsi. Ils ne récompensent pas le même type d'attention que les objets techniques. Essayez de voler un secret à un sanctuaire, et vous n'obtenez souvent qu'une pierre. Approchez-le comme un centre vivant, et la pierre change de statut. Voilà peut-être le point de rupture entre le Kailash et la plupart des mystères modernisés par la culture populaire. Un mystère ordinaire promet une résolution. Le Kailash, lui, résiste à la structure même du dévoilement final. Il n'organise pas le suspense comme une boîte à ouvrir. Il organise le suspense comme une profondeur que l'on ne traverse jamais complètement. C'est pour cela que tant de récits qui l'entourent paraissent à la fois frustrants et inoubliables. Il donne toujours l'impression de s'arrêter juste avant quelque chose. Un moine qui dit peu. Un vieil homme qui sourit au lieu de répondre. Un passage de texte trop elliptique. Une allusion à une lecture plus intérieure. Un détail de rituel que personne n'explique vraiment à l'étranger. Une réponse qui ressemble à une esquive, alors qu'elle est peut-être, en réalité, la réponse la plus exacte possible. Parce que le Kailash pourrait bien appartenir à une classe très rare de lieux, ceux dont le sens principal ne se transmet pas en information, mais en transformation. Et alors, forcément, la question change. On ne demande plus « qu'est-ce qui est caché dans la montagne ?» On commence à demander « qu'est-ce que la montagne empêche en moi pour que je puisse enfin voir autrement ?» Ce glissement est fondamental. Il explique pourquoi tant de récits autour du Kailash insistent moins sur la conquête que sur la purification, moins sur la découverte que sur la préparation, moins sur le sommet que sur le tour, moins sur l'accès que sur l'aptitude. Dans une logique moderne, cela paraît presque injuste. Pourquoi faudrait-il être transformé pour comprendre un lieu ? Pourquoi le lieu ne pourrait-il pas simplement se donner tel qu'il est ?
Mais ce raisonnement suppose que le réel le plus important soit toujours disponible sous forme d'objets observables. Or, toutes les grandes traditions spirituelles ont contesté cette idée. Elles disent au contraire: il existe des choses qu'on ne voit correctement qu'après avoir changé de manière de regarder. Pas parce qu'elles se cachent arbitrairement. Parce qu'avant cela, nous ne possédons tout simplement pas l'organe intérieur adéquat. Autour du Kailash, cette intuition prend une forme presque topographique. Le paysage lui-même semble vous apprendre à désapprendre. Les distances n'obéissent plus à l'échelle habituelle. Le silence n'est pas le silence des pièces fermées, mais celui des espaces trop vastes pour être domestiqués. La lumière, dure et pure, ne flatte rien. Le froid supprime l'ornement. Le souffle devient une ressource visible. Tout ce qui, dans la vie ordinaire, soutient l'illusion de contrôle, commence à se fissurer. Et c'est là que certains récits de rencontres avec des présences prennent un sens nouveau. Peut-être que les gardiens du Kailash ne sont pas à chercher dans des silhouettes fantastiques tapies derrière la pierre. Peut-être que les véritables gardiens sont les conditions mêmes du lieu, l'altitude qui humilie l'orgueil du corps, le cercle rituel qui interdit la ligne de conquête, le réseau de traditions qui protège la montagne d'une simple appropriation touristique, le silence des réponses partielles, la multiplicité des lectures qui empêche toute capture définitive. Même la rareté documentaire agit comme un gardien. Elle ne dit pas « non » de manière spectaculaire. Elle laisse simplement assez de vide pour que les impatients s'y perdent. Et quand les impatients s'y perdent, ils inventent souvent des histoires tonitruantes pour couvrir le bruit de leur propre frustration. Voilà pourquoi il faut être particulièrement attentif aux théories les plus excessives. Le Kailash aurait été une construction d'une civilisation antédiluvienne. Il contiendrait un axe énergétique commandant l'équilibre de la Terre. Il serait un repère pour des intelligences non humaines. Il cacherait l'entrée d'un royaume souterrain. Il protégerait une archive primitive de l'humanité. Il serait le noyau d'un ancien système planétaire aligné avec les pyramides, Stonehenge, l'île de Pâques et quelques autres sites choisis avec la souplesse géométrique habituelle des auteurs trop amoureux des lignes sur une carte. Soyons francs, la plupart de ces constructions s'effondrent dès qu'on leur demande davantage que de produire un bon frisson. Elles recyclent des motifs connus, déplacent des symboles d'une tradition à l'autre sans précaution et remplacent l'exigence par les faits. Pourtant, les balayer entièrement serait encore une erreur. Pas parce qu'elles seraient vraies dans leur formulation, mais parce qu'elles témoignent d'un fait important. Le Kailash provoque presque mécaniquement le besoin de lui attribuer une fonction mondiale, comme si la simple idée d'une montagne sacrée ne suffisait pas, comme s'il fallait qu'elle soutienne, cache, règle ou protège quelque chose de planétaire. Et pourquoi ce besoin revient-il si souvent? Peut-être parce que la montagne apparaît déjà dans les traditions qui l'entourent, comme un centre. Or, dès qu'un lieu devient centre, l'esprit humain veut savoir ce qu'il centralise. La bénédiction, les eaux, les mondes, les âges, les lois invisibles, la mémoire, le lien entre visible et invisible. Nous tournons autour de la même intuition depuis le début. Le Kailash ne fascine pas seulement parce qu'il serait mystérieux, mais parce qu'il semble indispensable à une architecture du sens que nous ne maîtrisons plus. Cette idée devient encore plus troublante lorsqu'on observe la persistance de la montagne à travers les changements historiques. Empire, frontières, doctrine, administration, route, idéologie, technologie, tout a bougé autour d'elle. Et pourtant, le Kailash demeure un point de gravité. Des siècles de transformation n'ont pas dilué sa charge. Au contraire, ils l'ont parfois accentuée. Ce n'est pas anodin. Beaucoup de lieux sacrés perdent progressivement leur densité à mesure qu'ils entrent
dans les circuits ordinaires de visibilité. Le Kailash, lui, semble avoir conservé une part irréductible d'écart. Cette résistance nous oblige à envisager une hypothèse plus sobre et, à mon sens, plus puissante que les grandes constructions ésotériques. Et si le Kailash cachait la survivance d'une catégorie de lieux que la modernité a presque détruite partout ailleurs, un lieu qui n'est pas seulement important, un lieu qui ordonne, un lieu qui oblige, un lieu qui produit autour de lui une discipline du récit, du geste, de l'accès et de l'interprétation. Un lieu dont la signification n'est jamais entièrement disponible, précisément parce qu'elle dépend du maintien d'une certaine distance. Dans ce cas, ce que le Kailash protège ne serait pas un objet, mais une proportion, la bonne distance entre l'homme et ce qui le dépasse. Cette lecture permet de comprendre beaucoup d'éléments sans les réduire. Pourquoi l'ascension du sommet reste une question si sensible? Pourquoi la circumambulation est centrale? Pourquoi les lacs voisins entrent dans une polarité symbolique? Pourquoi les récits de transformation intérieure dominent souvent les témoignages les plus sincères? Pourquoi les traditions convergent sans fusionner? Pourquoi tant de gens sentent qu'il y a plus, sans pouvoir transformer ce plus en dossier clos? Et surtout, elle permet de comprendre pourquoi le Kailash semble si étrangement actuel, car notre époque ne manque pas d'informations, elle manque de centre. Nous savons énormément de choses. Nous savons très mal lesquelles méritent encore une conduite. Nous avons des flux, des données, des images, des archives, des scans, des modèles. Mais nous avons de plus en plus de mal à reconnaître qu'un lieu, une idée, une mémoire ou une présence puisse réclamer autre chose que de l'accès. Le Kailash est l'un des derniers grands rappels du contraire. Il dit, sans parler, tout ce qui compte n'est pas disponible. Tout ce qui est disponible ne compte pas également. Et certaines réalités ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent de ne pas les posséder. Évidemment, cela laisse encore une dernière énigme, et peut-être la plus délicate de toutes. Que faire alors des récits les plus sombres? Des histoires selon lesquelles certains auraient voulu utiliser le Kailash ou l'approcher avec des buts qui n'avaient rien de spirituel? Des rumeurs sur des recherches discrètes, sur des intérêts stratégiques, sur des manipulations idéologiques du mythe? Des récupérations politiques ou pseudo-scientifiques? Des tentatives modernes de transformer la montagne en symbole à exploiter? Il faut les regarder sans naïveté. Tout lieu sacré majeur attire tôt ou tard des entreprises de captation, religieuses, politiques, commerciales, nationalistes, ésotériques, touristiques, médiatiques. Le Kailash n'échappe pas à cette règle. Son prestige même le rend vulnérable à ceux qui voudraient parler à sa place. Certains utilisent le mystère pour vendre de la peur, d'autres pour vendre de l'exotisme, d'autres encore pour bâtir des systèmes idéologiques où l'Asie devient un simple décor pour fantasmes occidentaux ou modernes. Mais là encore, la montagne a une étrange manière de survivre à ses interprètes. On a voulu la réduire à un sommet. Elle est restée un centre. On a voulu la transformer en preuve d'un système. Elle est restée plus vaste que le système. On a voulu la posséder symboliquement. Elle a continué à renvoyer chacun à sa propre petitesse. Et c'est peut-être là le retournement le plus inattendu de toute cette histoire. Depuis le début, nous demandons: que cache réellement la mystérieuse montagne Kailash? Nous imaginons quelque chose derrière elle, dedans elle, sous elle, autour d'elle. Une chambre, une archive, une énergie, une vérité ancienne. Mais peut-être que la montagne ne cache pas principalement quelque chose. Peut-être qu'elle cache quelqu'un. Nous. Ou plus précisément, elle nous cache à nous-mêmes tant que nous n'avons pas accepté une évidence très simple et très difficile. Ce n'est pas toujours le monde qui est fermé. C'est parfois notre manière de le regarder qui est insuffisante.
Le Kailash agit alors comme un révélateur impitoyable. Le sceptique trop sec y voit un folklore encombrant et manque la profondeur anthropologique du lieu. Le croyant trop pressé y plaque des certitudes qui ferment le mystère au lieu de l'honorer. L'ésotériste avide y déverse une mythologie de récupération. Le technicien y cherche un problème à résoudre. Le conquérant y voit un défi. Le marchand y voit une destination. Le pèlerin, lui, c'est peut-être déjà quelque chose que les autres ont oublié. On ne vient pas toujours à un centre pour obtenir. On vient parfois pour être remis à sa place. Et quelle place, justement? Pas celle d'un être insignifiant, écrasé par l'univers. Pas celle d'un maître absolu, autorisé à tout ouvrir. Mais celle, plus exigeante, plus mature, d'un être capable d'entrer dans une relation juste avec ce qui le dépasse. Si le Kailash cache réellement quelque chose, c'est peut-être cette possibilité-là. La possibilité d'une verticalité sans arrogance, d'un mystère sans manipulation, d'un sacré sans propagande, d'un centre qui n'ordonne pas le monde par la force, mais par la présence. C'est une réponse moins spectaculaire qu'un monde souterrain, je sais. On préférerait parfois une grande porte de pierre qui s'ouvre, un souffle ancien qui sort des entrailles de la montagne, des manuscrits interdits, des gardiens de l'aube et des mécanismes oubliés. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, la réalité proposée par le Kailash est peut-être encore plus vertigineuse. Car un trésor enfoui pourrait être découvert, une chambre secrète pourrait être cartographiée, une théorie pourrait être réfutée, une légende pourrait être démontée. Mais un lieu qui continue, siècle après siècle, à imposer de la limite dans un monde qui ne respecte plus guère les limites. Voilà un mystère bien plus rare. Voilà peut-être le vrai scandale du Kailash. Il n'est pas impressionnant parce qu'il serait rempli de choses extraordinaires. Il est impressionnant parce qu'il reste extraordinairement vide de prise. Et c'est exactement ce vide de prise qui alimente toutes les projections. Les uns y déposent des dieux, les autres des énergies, les autres encore des royaumes cachés, les autres des peurs. Mais sous ces couches successives, quelque chose demeure intact. La montagne refuse d'être réduite à ce qu'on en dit. Au fond, elle accomplit ce que peu de lieux réussissent encore à faire. Elle force l'homme à ralentir son interprétation. Elle l'oblige à séparer ce qu'il sait, ce qu'il croit, ce qu'il projette et ce qu'il éprouve. Elle fait vaciller la vieille habitude moderne qui consiste à croire qu'un phénomène est épuisé dès qu'on peut le décrire. Et dans ce vacillement apparaît peut-être la réponse la plus honnête que l'on puisse donner. Que cache réellement la mystérieuse montagne Kailash? Elle cache la frontière entre deux mondes. Pas deux mondes au sens naïf d'un portail fantastique entre des dimensions colorées. Deux mondes au sens plus profond, plus humain, plus décisif. Le monde dans lequel tout doit être pris et le monde dans lequel certaines choses doivent être approchées sans être arrachées. Le Kailash se tient exactement sur cette frontière. Voilà pourquoi il attire. Voilà pourquoi il résiste. Voilà pourquoi tant de traditions y ont reconnu un centre. Voilà pourquoi tant de récits y ont placé des gardiens. Voilà pourquoi tant d'esprits l'ont mal compris. Voilà pourquoi il nous hante encore. Peut-être qu'un jour, nos cartes seront plus précises, nos études plus nombreuses, nos lectures comparées plus fines, nos archives mieux recoupées. Peut-être que certaines théories tomberont définitivement. Peut-être que d'autres gagneront en nuances. Peut-être que nous comprendrons mieux le tissu symbolique exact qui a fait du Kailash ce sommet à part. Mais je soupçonne une chose. Même ce jour-là, même avec davantage de connaissances, même avec une documentation impeccable, la montagne ne perdra pas son cœur d'ombre. Parce que son mystère principal n'est pas un manque d'information, c'est un excès de signification. Et un excès de signification ne se dissout jamais entièrement dans les faits.
il continue à travailler en dessous, comme une source enfouie, comme une note tenue trop longtemps, comme un regard qu'on sent sur soi dans un paysage vide. Alors je vous laisse avec cette pensée. Et si les lieux les plus importants de la Terre n'étaient pas ceux qui nous donnent le plus de réponses, mais ceux qui nous obligent à poser de meilleures questions? Et si le Kailash n'était pas un coffre, mais un test de regard, un test de mesure, un test de limite, un test de maturité spirituelle, même pour ceux qui ne se pensent pas spirituels. Parce qu'au fond, la montagne nous demande quelque chose de très simple et de presque oublié. Peux-tu t'approcher d'un mystère sans vouloir immédiatement le transformer en propriété? C'est peut-être la question la plus difficile de toutes. Merci d'avoir traversé avec moi ces hauteurs de pierre, de silence, de récits et d'ombre. Si ce voyage vous a troublé, fasciné, ou simplement donné envie de regarder autrement les lieux que l'humanité a cessé de considérer comme de simples objets, alors nous nous sommes approchés ensemble de quelque chose d'essentiel. Prenez soin de votre regard. Et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.